Alors bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprums. Comme vous le savez, nous faisons un tour de Guadeloupe cette année. Nous allons parler de tous les problèmes qu'il y a au niveau de notre économie avec différents acteurs économiques qui sont avec nous à chaque fois en plateau pour pouvoir traiter les problèmes, trouver les solutions, discuter, échanger, ouvrir des débats et voir ce qu'il faudrait faire pour faire avancer notre département. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième émission hors plateau, notre deuxième prime de 90 minutes. Nous sommes avec vous ce soir jusqu'à 22h et notre sujet aujourd'hui que nous allons traiter concerne la biodiversité. Donc le Made in Guadeloupe via la biodiversité. Comment est-ce que l'on peut développer ceci dans notre département? Tout le monde parle de biodiversité. Vous entendez beaucoup parler de richesse verte, de richesse bleue. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce que ça peut nous rapporter de l'argent? Est-ce que ça peut nous créer des emplois? Comment est-ce qu'on peut développer? Ce soir, nous avons un plateau avec différents intervenants que nous allons vous présenter tout de suite et qui vont pouvoir vous éclairer au maximum. Alors avec nous déjà, première intervenante, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Madame Gustave dit Duflo, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? En plus, vous avez été, dernièrement, vous avez reçu pour la Journée de la Femme un petit clin d'œil, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis vice-présidente à la région Guadeloupe en charge de l'environnement et de tout ce qui ne fonctionne pas en général, la biodiversité, l'eau, les déchets, etc. Et puis, récemment, je suis vice-présidente de l'Office français de la biodiversité, également présidente du comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe. D'accord, donc vous allez bien pouvoir nous éclairer. En plus, on a vu que la région a lancé donc finalement la nouvelle agence. Donc vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est, en quoi ça consiste et comment on peut travailler avec cette fameuse agence. Alors à côté de vous, vous avez monsieur Jean-Marie Flower. Bonsoir. Bonsoir. Quel joli nom en plus. Oui, on dit ça, effectivement, mais j'aurais pu porter n'importe quel autre nom parce que l'écologie, en fait, est consubstantielle à nous, à notre vie. En plus, c'est votre métier, vous êtes écologue? Je suis écologue, d'une part, et comptable carbone, d'autre part. Alors, parlez-nous de vous et présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, un écologue, c'est un scientifique. Donc, je suis un scientifique avant d'être un militant. La science que j'étudie, c'est l'écologie, donc la science des relations entre les êtres vivants d'une part et entre les êtres vivants et leur milieu, y compris l'espèce humaine. Et je suis par ailleurs aussi comptable carbone, c'est-à-dire un comptable qui compte non pas les euros, mais les émissions de gaz à effet de serre pour essayer de nous mettre sur une bonne trajectoire de transition climatique au cours de ce siècle. D'accord, merci beaucoup pour votre présence. À côté de vous, monsieur Agdalar, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors vous êtes ingénieur en plus aussi et vous êtes professeur, c'est très important parce que vous formez notre jeune génération sur tout ce qui est écologie, écosystème et nouvelles constructions. Expliquez-vous. Alors je suis ingénieur en éco-énergétique, donc spécialisé dans l'habitat tropical. Depuis 4 ans, je suis enseignant, donc enseignant en énergétique, mais également formateur sur les problématiques de matériaux, notamment à l'école d'ingénieurs de Guadeloupe. Donc qui traite aussi bien de la partie énergétique, matériaux, mais également l'innovation qui va avec. D'accord. Merci. Vous allez nous expliquer ce que vous mettez en place dans les écoles et comment vous formez nos jeunes. Alors, à côté de vous, il y a Madame Legros. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre projet? En plus, vous faites des choses dans plusieurs pays et surtout, très important, vous avez travaillé sur la protection des océans. Exact, oui. Alors allez-y, expliquez-nous tout ça. Donc Jasmine Legros, je suis ingénieure en chimie et j'ai créé mon entreprise il y a 7 ans maintenant, où je valorise tout ce qui est considéré comme déchets verts, comme le marc de café, graines de carapate et d'autres choses, de la biodiversité guadeloupéenne pour en faire des ingrédients pour l'industrie cosmétique notamment et aussi l'industrie agroalimentaire. Et là actuellement, je travaille à développer d'autres produits pour d'autres porteurs de projets en fait guadeloupéens pour renforcer la production locale en fait. D'accord, merci en tout cas, super parcours pour vous aussi. Alors à côté de vous, enfin en face de vous, une jeune femme qui est passée en plus sur notre plateau dernièrement et qui est coach pour les entreprises et surtout vous avez créé un label. Alors est-ce que vous pouvez vous représenter et nous parler un petit peu de votre label?
Alors avec plaisir Sabine, bonsoir à tous. Alors je ne suis pas coach mais consultante en stratégie d'entreprise. Très important. Du coup j'accompagne aussi bien les porteurs de projets que les entrepreneurs et j'ai aussi lancé une association qui s'appelle Made in Guadeloupe French West Indies, accompagnée du label afin de pouvoir représenter au mieux l'entrepreneuriat et l'économie guadeloupéenne. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. On va en parler tout à l'heure. Et à côté de vous, il y a Marion Villiers. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous faites du ketchup avec des produits guadeloupéens, je veux tout savoir. Oui, donc effectivement, j'ai lancé une marque qui s'appelle Alternative, qui est en fait des ketchup à base de fruits pays. Donc on a ketchup de mangue, sauce barbecue au tamarin, sauce chien carambole. Et l'idée en fait étant de valoriser nos productions de façon originale et de montrer que tout est possible. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Alors à côté de vous, Monsieur Lapin, bonsoir, merci d'être avec nous, surtout que c'est votre deuxième intervention et c'est très important parce que vous êtes économiste. Alors expliquez-nous ce que vous faites et ce que vous observez dans la société. Oui, merci Sabine de nous accueillir dans ce très beau lieu. Alors plus qu'économiste, je suis un juriste qui effectivement a beaucoup travaillé sur les questions économiques et singulièrement j'ai fait une thèse, j'ai préparé une thèse sur la question de la sphère d'influence des groupes de société. Et à ce propos, il s'agit de saisir la responsabilité des entreprises multinationales la responsabilité des entreprises multinationales dans leurs effets vis-à-vis de l'environnement. D'accord, merci pour cette présentation. Alors bonsoir monsieur. Alors déjà merci parce que nous sommes ce soir au Parc National Guadeloupe, donc merci de nous avoir reçus dans ce lieu. Alors on ne vous présente plus, donc je vous laisse nous parler de vous et de ce que vous faites au niveau du Parc de Guadeloupe. Ah, je vais parler de vous tout à l'heure, alors allez-y, en plus vous avez fait de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors déjà merci encore une fois de nous avoir reçus sur ce plateau et nous allons commencer avec vous parce que vous avez mis des choses en place au niveau du parc, vous avez fait des choses, est-ce que vous pouvez nous en parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la biodiversité guadeloupéenne, la richesse, toutes nos plantes, nos fleurs, nos fruits, est-ce que vous pouvez nous parler de ça s'il vous plaît pour qu'on puisse commencer l'émission? Oui, merci d'abord de mettre en avant la biodiversité. Qui est un élément très important. La biodiversité guadeloupéenne fait partie de ce qu'on appelle 80% de la biodiversité nationale. Et le parc national, c'est un peu le fer de lance sur un plan local. Donc il faut savoir qu'il y a 11 parcs nationaux au niveau de la France, dont 3 en Outre-mer. Et celui de la Guadeloupe, le parc national de la Guadeloupe est le premier parc d'Outre-mer. Ah ça c'est bien ça. Donc il a été créé comme premier parc d'Outre-mer. Et au départ, on avait ce qu'on appelait un parc naturel départemental qui était géré par le RENEF et le parc national a été créé en Guadeloupe. Donc il y a maintenant un peu plus de 30 ans maintenant. On a plus de 30 ans d'activité. Il a été créé en 1989. Et il vise non seulement à préserver, parce que ce parc national est issu d'une loi qui est celle de 1960 et qui visait à protéger la biodiversité exceptionnelle ou extraordinaire, comme on pourrait l'exprimer. Et au fur et à mesure, on a vu que le rôle de tout établissement ou de tout acteur, politique ou public, ce n'était pas uniquement de protéger ou de préserver. Il fallait aussi valoriser. La valorisation, elle a été beaucoup mise en avant dans le cadre d'une loi en 2006 portée par Jean-Pierre Girand et qui a consisté à emmener les parcs vers la nature ordinaire, vers des espaces où vous aviez une biodiversité plus ordinaire en créant ce qu'on appelle des solidarités écologiques. Et donc on a vu ce qu'on a appelé les zones d'adhésion, ce qui fait que le parc national de la Guadeloupe, qui était concentré beaucoup plus sur ce qu'on appelle le cœur forestier du massif montagneux de la Guadeloupe, s'est étendu sur des zones, des communes. Au départ, on a sollicité 21 communes et aujourd'hui, nous en avons 20 qui ont adhéré à cette politique de développement durable pour accompagner les communes librement sur leurs actions environnementales, de politique de développement durable. Et puis nous avons aussi une extension sur la mer, puisque nous sommes une île, la Guadeloupe c'est un archipel,
Nous sommes une île et nous avons ce qu'on appelle une aire maritime adjacente et nous avons aussi des cœurs marins. Aire maritime adjacente où nous accompagnons toujours des politiques de développement durable, notamment sur la pêche durable, lorsqu'on donne un accompagnement aux marins pêcheurs, et aussi sur une réglementation des milieux marins auprès de clusters, auprès d'opérateurs touristiques dans le domaine. Donc c'est tout ça pour, si je dois faire court et résumer, pour bien vous montrer que le parc national, ce n'est pas un établissement d'écologie pure dans le sens où on dirait on est des écologues, non. C'est un véritable acteur économique et qui accompagne non seulement les entités communales, c'est-à-dire les communes, mais accompagne également la région à travers sa politique. Je prends un exemple, la politique écotouristique. Le parc national de la Guadeloupe a été à une époque la première destination écotouristique de la Caraïbe. Et puis nous avons un certain nombre de labels internationaux comme Manel Biosphère, Convention Ramsar, la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le parc national de la Guadeloupe faisait partie des 21 points de la planète où on reconnaissait la qualité du travail qui était fait pour la protection de l'environnement. Et puis le parc national de la Guadeloupe, c'est à peine 70 agents qui veillent à la préservation de la ressource en eau, la préservation des espèces endogènes particulièrement, que ce soit des espèces animales, végétales et humaines, pourquoi pas aussi, puisque le but c'est de protéger l'homme à travers la nature. Bon ben merci pour cette belle présentation du parc qui nous reçoit ce soir. Et avec nous en plus Olivier Salibur qui est notre chroniqueur de la soirée. Donc il va observer les débats et va intervenir tout à l'heure pour pouvoir parler aussi de ce qu'il fait. Il a mis des plus, voilà, il a mis des choses en place. Donc là on va commencer avec le premier sujet qui est la richesse de la biodiversité guadeloupéenne. Alors qui pour vous représente cette fameuse richesse? Et pour répondre à cette question, je vais revenir vers vous, madame. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été mis en place, comment on fait pour évaluer la richesse d'une biodiversité, comment on fait, parce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment le sujet au niveau mondial, hein. Donc on parle, comme je disais tout à l'heure, richesse bleue, richesse verte. Qu'est-ce que c'est, comment on évalue, qu'est-ce que ça nous rapporte, comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Alors la biodiversité que nous avons au sein de notre archipel, c'est à la fois une biodiversité, comme l'a rappelé le président du parc, exceptionnelle. Et c'est effectivement, nous avons un taux d'endémisme particulièrement élevé, c'est-à-dire que nous avons des espèces qu'on va retrouver uniquement dans les Petites Antilles, mais vous avez également des espèces animales ou végétales qu'on ne va retrouver qu'en Guadeloupe. Et les deux dernières expéditions du Muséum d'histoire naturelle a montré l'émergence de ce taux d'endémisme. Et il y a une troisième expédition qui est en cours de préparation. Et à côté de cette biodiversité vraiment extraordinaire en termes d'espèces végétales, en termes d'espèces animales, vous avez également une biodiversité ordinaire. Et cette biodiversité ordinaire, il ne faut pas la négliger, c'est ce qui est autour de chez nous, c'est notre jardin créole, c'est tout cela, c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, mais pourtant cette biodiversité fait aussi la richesse de notre archipel. Et donc eh bien, en fait, la région Guadeloupe, vous le savez, avec la fameuse loi dont a parlé Ferdi Louisi, la loi pour la reconquête de la biodiversité, est devenue chef de file de la biodiversité. Et pour cela, eh bien, nous avons créé une agence régionale de la biodiversité dont le conseil d'administration devrait être installé le 7 mai prochain. D'ailleurs, je profite d'ores et déjà pour lancer l'invitation au président du parc, parce que je rappelle que Ferdi Louisi a été le préfigurateur de l'agence régionale de la biodiversité. Il avait monté un dossier à l'époque pour Ségolène Royal. Et donc, en fait, on ne le sait pas, très peu de gens le savent, mais c'est lui qui est à l'origine de l'ensemble des agences régionales de la biodiversité dans l'Hexagone. Bon, bah, félicitations. Bah, vous pouvez lui dire, hein, félicitations, vous pouvez intervenir, c'est important si vous avez lancé ça. Donc ça veut dire que nous, Guadeloupéens, nous sommes pionniers alors sur ce secteur. Nous sommes pionniers. Après, dans l'Hexagone, ils nous ont un peu dépassés parce qu'ils étaient peut-être un peu plus structurés que nous. On va les rattraper. Mais nous serons la première agence régionale de biodiversité de l'Outre-mer. D'accord. Et dans cette agence, en fait, nous allons travailler de concert avec les acteurs du territoire parce qu'il n'y a pas qu'un seul acteur, hein.
Évidemment, le parc national fait un énorme boulot, mais également, vous avez le Conservatoire du littoral pour la gestion du littoral, vous avez l'ONF, l'Office national des forêts, Oui, vous avez le département qui est le gestionnaire, qui est le plus gros foncier, le propriétaire foncier des espèces naturelles sensibles. Et puis, vous avez également les services de l'État, l'ADEAL, et puis l'eau, et puis un nouveau partenaire qui est arrivé, qui était l'AFB, mais qui est devenu l'Office français de la biodiversité, puisque la délégation départementale est pour les Antilles au niveau de la Guadeloupe et qui intervient également. Et donc, l'Agence régionale de la biodiversité eh bien, va travailler avec tous ses partenaires, va mettre en musique tous les projets. On a des projets sur les espèces exotiques envahissantes, on a des projets pour la gestion du littoral en partenariat avec le Conservatoire du littoral. Moi, mon grand projet, c'est l'accès partagé aux ressources, puisque nous avons une biodiversité qui est importante, qui est riche. Si je vous dis, par exemple, la palourde blanche que vous mangez entre juin et juillet, qu'on trouve du côté de Sainte-Marie, eh bien, si vous saviez qu'à l'intérieur, il y a des bactéries qui produisent un antibiotique et que c'est à l'étude, il faut breveter et il faut que ce brevet puisse bénéficier aux peuples autochtones que nous sommes. Donc, vous voyez l'importance de cette biodiversité. Vous avez dit, mais quel service elle nous rend? Elle nous rend déjà un énorme service, puisque la destination Guadeloupe, c'est avant tout, quand vous regardez les touristes, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour nos plages, ils viennent pour nos sites paysagers, ils viennent pour nos écosystèmes, ils viennent pour notre biodiversité. Là, maintenant, on est dans un stade où il faut la préserver et la valoriser. Alors, au-delà des plages et du sable et des cartes postales qu'on voit au niveau des touristes, est-ce que, par exemple, nous avons des jeunes qui vont bientôt créer des nouveaux bâtiments? Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte? Est-ce que vous voulez intervenir, par exemple, sur comment vous, au niveau de ce que vous avez mis en place, de ce que vous proposez, de ce que vous testez? Parce que c'est important qu'on puisse construire notre prochain environnement en prenant en compte toutes ces choses. Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce point? Alors, pour préserver justement ces fameuses espèces. Alors, c'est vrai que concernant les ressources, les matériaux, donc c'est ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, donc ce sont des matériaux locaux pour la construction. Donc je pense typiquement au mahogany pays, qui est très présent chez nous, mais on a perdu cette culture de sylviculture. Je pense au poirier pays, je pense au coco. On sait pas que le coco, c'est un excellent isolant thermique. Il suffit de faire le test. On coupe un coco quelconque en pleine chaleur. L'eau à l'intérieur est fraîche. Donc en fait, la coque du coco en fait, est un isolant thermique. Je pense à la gaulette. Je pense à différentes variétés de bambou. Donc on a le bambou local vulgaris qui est très bien pour les brise-soleil par exemple. On a d'autres types de bambous qui ne sont pas envahissants, qui poussent en Martinique, comme le guadua bambou ou l'angustifolia, qui devraient être peut-être expérimentés, voir les possibilités à développer. On a également aussi la terre, par exemple en Martinique, il y a une grande filière terre pour le terre cuite pour les toitures, les tuiles, les murs, les briques de terre. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à développer, à expérimenter. Donc c'est vrai que cette partie, je le traite surtout avec des élèves ingénieurs pour les sensibiliser sur les différentes façons de construire et construire avec des matériaux, mais également sur l'intelligence propre de construire. Revisiter un peu ce qui était présent auparavant et de voir comment on peut l'améliorer. Voilà. Et ça va aussi avec une démarche d'adaptation à notre culture. Notre culture aussi avance et il faut que les matériaux et la façon de construire avancent avec tout cela. Alors justement, vous qui êtes écologue, alors peut-être pour les téléspectateurs, ils ont l'impression qu'on passe du coq à l'âne, mais vous, est-ce que pour vous, vous voyez le lien qu'il y a entre les espèces naturelles dont Madame parlait tout à l'heure et la future construction qu'il faut qu'on mette en place pour préserver ce même espace de vie pour nous tous? Est-ce que vous voyez, vous, ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir avancer sur ce point? Alors bien sûr, par quoi il faut commencer, c'est nous replacer un petit peu dans une perspective un peu longue, un peu historique. À la fois la Guadeloupe, l'archipel guadeloupéen, mais plus largement, globalement, la planète. Ce qui n'a pas encore été dit, j'ai dit que j'étais scientifique, j'ai dit que j'étais militant, je milite effectivement au sein d'un parti qui est l'Alliance nationale Guadeloupe, mais le fait d'être
d'avoir fait une thèse de doctorat m'a permis de me rendre compte que la Caraïbe faisait partie de l'une des régions à la fois les plus riches en diversité, en biodiversité, et aussi les plus vulnérables, les plus menacées. Ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité, il y en a 35 dans le monde. Les zones qui sont les mieux conservées dans ces points chauds, c'est à peu près 2% de la superficie mondiale, et ça rassemble au moins la moitié de toutes les espèces connues, sans compter celles qu'on ne connaît pas encore. Donc, au sein de ce point chaud de la Caraïbe, la Guadeloupe, elle, c'est une espèce de petit résumé des petites Antilles. Donc on a de quoi être fier d'une certaine façon, mais le verre est aussi à moitié vide, parce qu'en l'espace de 200 ans, 250 ans, on a perdu par exemple les 3/4 de nos forêts. On a perdu plusieurs espèces endémiques, dont des perroquets, alors que la Dominique a réussi à garder une espèce endémique de perroquets. On a le pic de Guadeloupe qui est endémique, on a quelques végétaux qui sont là aussi endémiques, mais malgré tout, on a perdu beaucoup de choses. Et ce qui nous reste et dont nous sommes si fiers, à juste titre, c'est la portion congrue. C'est vraiment quelque chose qui doit être un signal d'alarme et nous faire nous poser les bonnes questions. Faire attention, par exemple, à puiser sans épuiser. Ça, c'est un premier principe qu'il faut pouvoir correctement mettre en pratique. On parlait tout à l'heure, Kinski parlait tout à l'heure de mahogany. Que ce soit pour le mahogany ou pour n'importe quelle autre espèce, est-ce qu'il est adulte, par exemple? Est-ce donc on peut le couper lorsqu'il a commencé à faire des graines? Ou alors lorsqu'il est suffisamment grand, 1 mètre, 2 mètres de diamètre, pour qu'il n'ait même pas le même génome dans une branche opposée à une autre. Parce que c'est ça qu'on a mis en évidence en étudiant les très grands arbres. Et pour ça, il ne faut pas 50 ans. Il faut 700 ans. Donc ça amène à se poser des premières questions. Deuxième question, et je terminerai là, il faut aussi apprendre à enrichir notre ordinaire, donc y compris là où nous habitons, les vêtements avec lesquels nous nous habillons, le mobilier qui nous accueille, sans appauvrir l'extraordinaire identité écologique de la Guadeloupe. Ça, c'est l'un de mes combats depuis une quinzaine d'années, faire reconnaître cette identité écologique, tout comme nous avons toutes et tous une carte d'identité. L'archipel, et même chaque île de l'archipel, a sa propre identité. Les espèces de marée galante ne sont pas celles de la Désirade, ce n'est pas les mêmes proportions qu'à Terre de Bas, etc., etc. Et je pense que si on réussit à faire ça, on sera sur les bons rails. Mais le chemin sera très très long parce que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'il y a un siècle ou qu'il y a 2 siècles. Nous consommons beaucoup plus d'énergie, nous transformons beaucoup plus notre environnement. Et finalement, c'est ça aussi qui est à l'origine précisément de l'effondrement de la biodiversité qu'on observe un peu partout. Donc il nous faut réapprendre à partager cet espace avec les non-humains qui sont autour de nous. Donc c'est le signal d'alarme que vous donnez ce soir. Donc si j'ai bien compris, en 200 ans, on a perdu la moitié de notre biodiversité en Guadeloupe, c'est ça? Alors non, on n'a pas perdu la moitié. En termes de surface des forêts, on a perdu les 3/4. J'aimerais bien comprendre. À peu près. En nombre d'espèces, il y a à peu près 1600 espèces de plantes natives, de plantes autochtones. On ne sait pas exactement. Alors on sait qu'il y en a une petite quinzaine qui ont disparu, parce qu'on les retrouvait jusqu'à il y a une vingtaine, une trentaine d'années. On ne les retrouve plus, même en les cherchant. Donc c'est certaines orchidées, par exemple, certaines fougères. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un petit % des plantes. Par contre, ce qu'on mesure beaucoup moins, c'est la diversité génétique. Il y a beaucoup d'espèces qui existent encore, mais qui sont beaucoup plus rares. Parce que, par exemple, dans les grands fonds, on va les trouver uniquement sur des petites populations qui sont séparées les unes des autres. Le pic de Guadeloupe, le seul oiseau endémique, les populations des grands fonds sont déjà différentes de celles de la Guadeloupe proprement dite. Et cette diversité génétique, quand elle est trop basse, on arrive finalement on ne peut plus éviter l'effondrement des populations. Donc c'est ça qu'il faut aussi arriver à mesurer.
Et c'est vrai qu'avoir un seul indicateur chiffré, c'est très difficile. On pourrait parler de la biomasse des forêts, effectivement. On pourrait parler du nombre d'espèces, on pourrait parler du nombre de populations différentes. Les anolis, par exemple, tout le monde connaît les anolis. Est-ce que vous savez que les anolis de la Désirade sont différents de ceux de l'île Écaouane, par exemple? Ce sont encore d'autres espèces différentes. Et ça, on ne se limite qu'à ce qu'on voit. Mais il y a toute la biodiversité trop petite pour être vue. Les petits insectes, les acariens, la biodiversité du sol, celle aquatique ou sous-marine. On est vraiment dans un monde dont on ne fait que lever un coin du voile. Et pourtant, on est malgré tout capable d'éliminer des espèces avant même de les avoir découvertes, y compris en Guadeloupe. Et ça, la seule façon de l'éviter, c'est d'avoir les cartographies les plus fines possibles, c'est de faire attention à consommer le moins d'espace possible, et précisément connaître cette biodiversité. Si je dois terminer rapidement, j'ai essayé au cours de ces 15 dernières années de faire appliquer une sorte de cercle vertueux très simple. Connaître pour pouvoir apprécier, apprécier pour mieux préserver et préserver pour mieux connaître. Si on arrive à faire ça, on lègue une Guadeloupe en état de fonctionner sur le plan écologique à nos enfants. D'accord. Alors merci beaucoup pour cette explication. On arrive du coup au deuxième sujet. Donc est-ce que c'est un secteur, donc la biodiversité, qui est porteur en création d'emplois? Tout à l'heure je vous disais que vous avez aussi travaillé avec les océans et vous avez fait une marque de cosmétiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Après on va parler avec la dame qui fait des condiments guadeloupéens. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Oui, alors j'ai commencé à travailler sur mon territoire en allant à la rencontre des acteurs déjà implantés, c'est-à-dire les associations comme Verte Vallée, le domaine de la Grivelière, des petits agriculteurs qui travaillent sur des ressources qui sont peu exploitées, voire pas du tout. Et du coup, je me suis dit, on a déjà cette ressource-là sur place, pourquoi aller s'embêter à aller planter je sais pas, des champs d'avocatiers ou des champs de cocotiers? Autant utiliser ces matières-là qui, au final, finissent dans les poubelles, alors qu'ils peuvent être utilisés et créer une économie circulaire sur le territoire. Donc ça a été ma première réflexion, de me dire, j'aimerais développer des choses en Guadeloupe, à partir des ressources guadeloupéennes, mais attention, je suis sur une île, comment est-ce que je peux faire pour avoir le volume nécessaire et travailler correctement et lancer une entreprise rentable, quoi. Donc première démarche, c'était ça, aller à la rencontre des acteurs et puis récolter des informations. Ceux qui m'ont accompagné dès le départ, c'est Verte Vallée, l'association responsable de la gestion du domaine de la Grivelière. Merci à eux. C'est clair, c'est clair. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'entreprise aujourd'hui ni de produits à développer. Et ce qui m'expliquait, c'était que le marc de café, à l'issue des visites touristiques ou même des résidents, et le café était dégusté et le marc finissait dans les poubelles avec le sopalin et puis tout ce qui va avec. Ils payaient aussi des bennes pour charger avec du marc de café et pour que ce soit déchargé en déchetterie. Je trouvais ça vraiment ahurissant. Concrètement, parce que c'est une matière qui n'a pas fini de vivre et qu'on peut utiliser. Je sais qu'à cette époque-là, ça fait plus de 10 ans en arrière maintenant, j'étais tombée sur des projets de bûchettes pour les barbecues, pour les cheminées en France. J'étais tombée sur des engrais naturels pour les plantes. J'étais tombée notamment sur de la cosmétique aussi. Et du coup, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, cette ressource-là ne doit pas finir dans nos poubelles et surtout pas forcer les gens à dépenser de l'argent pour ça. Au contraire, on doit utiliser cette ressource-là pour favoriser et développer notre économie. Donc, j'ai proposé le projet. Ils ont suivi, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir développer une gamme de cosmétiques à partir du marc de café de Guadeloupe. Je tiens à préciser que je ne travaille pas avec les restaurateurs et les bars, parce que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi? Parce que la cosmétique est réglementée et on a besoin de traçabilité. Et le travail de traçabilité est très bien fait sur des plantations comme la Grivelière et d'autres, s'il faut en nommer Vanibel, Cholette et puis tous les acteurs autour du café. Donc on tient à avoir une traçabilité
pour arriver jusqu'au bout d'un produit fini. Donc la première gamme a cette année 7 ans déjà. Elle a été présentée en Malaisie, au Japon, en Chine, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Comme je dis, on va très loin, les Guadeloupéens. On n'est pas bon que dans le sport. Hein. C'est clair. Et du coup, ce qui a intéressé, ce qui a percuté, c'est cette façon de détourner un déchet. Et je tenais à garder ce mot-là parce que c'était véritablement ça. Et je pense que c'est encore ce cas-là pour d'autres ressources végétales en Guadeloupe. C'est que très vite, c'est considéré comme un déchet et on ne voit plus ce qu'on peut en faire. L'innovation, la création n'est plus là. Donc je tenais à mettre ce mot-là. On me l'a reproché maintes et maintes fois en me disant déchets cosmétiques, ça ne va pas ensemble, c'est juste pas possible. Au niveau du positionnement, non, vous n'avez rien compris. Alors que c'était vraiment important pour moi de parler de déchets verts et de développement sur le territoire, dans ce sens-là. Pour parler, merci beaucoup. Pour parler des océans, donc c'est par rapport à ce développement de marques, de cosmétiques, que j'ai été repérée en Malaisie par un investisseur qui est fan de plongée sous-marine et qui avait remarqué que les pêches se faisaient à coups d'explosifs dans les océans. Et pour essayer de mettre fin à ça, donc il a commencé par lui aller se poster là et puis se faire gardien de l'espace. Ensuite, il a construit une petite cabane au-dessus de l'eau et puis il a mis quelqu'un pour surveiller. Et au fur et à mesure, ça a grandi, c'est devenu un hôtel respectueux de l'environnement. Et autour de ça, il s'est dit qui pourrait parler d'environnement sans que ce soit barbant ou inintéressant. Des belles femmes. Donc du coup, il a mis en place une élection de Miss qui s'appelle Miss Cuba. Mais tout l'intérêt vraiment, c'est d'avoir un discours sur la protection des fonds marins, des océans, les coraux qui sont en train de disparaître, comment trouver des alternatives pour les recréer. Et j'étais la première Guadeloupéenne à participer à ce concours en 2016. Donc j'ai essayé de ramener le concept ici en Guadeloupe. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ça va arriver. Continuer. Malheureusement, ça n'a pas pris parce que les critères sont assez élevés. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les femmes guadeloupéennes, puisque c'est forcément réservé aux femmes, ont très peu d'informations sur leur biodiversité locale. Et ça, c'est un tort. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les écoles, on n'en parle pas assez à la télé. Donc ça, c'est une superbe émission, franchement. Ça, deuxièmement, c'est qu'en étant au cœur de la Caraïbe, malheureusement, elles ne sont pas bilingues ou trilingues. Oui. Donc l'anglais, tort, espagnol, pareil. Et du coup, ça a porté préjudice pour la participation à ce type d'événement. Et je pense qu'il y a un très gros travail à faire sur ça. Connaître son territoire, connaître sa biodiversité, s'intégrer en fait au cœur de la Caraïbe et puis pouvoir exporter notre richesse parce qu'elle est vraiment fantastique comme l'ont dit toutes les personnes juste avant moi. Mais d'accord, merci beaucoup pour cette explication. Alors, on va parler du label tout à l'heure, mais avant, je voudrais qu'on parle des condiments guadeloupéens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi aussi, je veux de la sauce barbecue, groseille, pays, là. Alors, mon discours rejoint celui d'Yasmina. Effectivement, un jour en roulant, plein de manguiers sur le bord de la route, un tas de mangues qui sont en train de pourrir. Et je me dis, mais franchement, il y a quelque chose à faire. Alors oui, il y a des cosmétiques, on fait de la confiture, mais comment proposer quelque chose d'un peu différent et de faire en fait de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Et vu le nombre de roulettes à frites qu'on peut trouver, je me suis dit, les condiments, ça fonctionne ici. Et du coup, j'ai travaillé justement avec Vert Vallée aussi, qui est mon fournisseur, pour en fait développer cette gamme. Et c'est surtout la sauce barbecue au tamarin qui est best-seller, qui est vraiment une création que je dois à un agriculteur parce qu'il a des champs de tamarin. Et il me dit, je sais pas quoi en faire, les gens n'aiment pas trop le jus, pas plus que ça, voilà, c'est là et c'est en train de pourrir et je me dis, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à faire et est arrivé en fait le condiment. Comment ça se passe au niveau du conditionnement? Est-ce que vous êtes obligé de faire venir les contenants? Est-ce que les bouteilles sont consignées par exemple, puisqu'on est sur une île pour éviter que les gens les jettent? Comment ça fonctionne? Quels sont les défauts et les qualités que vous voyez vous? Alors, avec ma gamme de produits, il y a certaines valeurs, donc l'éco-responsabilité. Donc tous les contenants sont consignés. Les étiquettes sont imprimées avec de l'encre végétale, ici en Guadeloupe.
Et tous les produits sont sourcés ici, sauf ceux que je ne peux pas avoir ici. Alors la difficulté se trouve déjà dans l'approvisionnement. En Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de structures qui proposent des contenants en verre. Il y a un essor, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artisans et il y a une demande qui est grossissante et des fois les fournisseurs ont du mal à suivre, donc ça peut créer des retards dans la production, etc. Et c'est tout pas un cercle vicieux, mais en tout cas un enchaînement d'événements qui fait que ça peut ralentir la production. Est-ce que vous pensez qu'il faut développer pas une industrie, peut-être parce que c'est pas assez grande échelle pour faire quelque chose d'industriel, mais est-ce qu'on peut développer quelque chose d'ici de vraiment une espèce de chaîne de production pour tous les produits faits par nos artisans de manière à créer de l'emploi local, que ce soit faire la rotation au niveau des consignes? Comment vous voyez ça, vous? Alors moi je pense que c'est possible, mais d'abord il faut se poser la question des filières. C'est-à-dire que si on n'a pas vraiment des filières bien structurées, organisées, qui sont faciles à repérer, on ne peut pas développer un artisanat qui va être ultra prolifique et devenir super méga industriel à travers la planète. En tout cas, c'est mon opinion, je parle de mon expérience. Il m'a été difficile, moi, de trouver des producteurs sur qui on va dire je peux compter, c'est-à-dire je peux tracer de A à Z la provenance du produit en ayant une fiabilité aussi au niveau de l'approvisionnement, etc. Donc je pense que c'est possible, mais avant ça, il y a un process à suivre et il y a énormément de choses à mettre en place. Et ça commence aussi par les différentes politiques, les différentes institutions qui accompagnent en fait ces artisans pour pouvoir en fait sonder et enfin structurer pour pouvoir après développer. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, secteur création d'emplois, je suppose, qu'est-ce que vous en pensez? Avec le label, vous pouvez faire pas mal de choses avec les choses qui sont faites ici chez nous. Alors, par rapport à la biodiversité déjà. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la biodiversité, déjà, j'ai un passif en tant qu'inspectrice qualité, donc j'accompagne aussi chaque entrepreneur avec une stratégie RSE. C'est-à-dire que, comme le disait M. Flower, la biodiversité, elle doit être présente dans chaque secteur d'activité. Donc il est important que peu importe qu'on soit dans le commerce, dans l'industrie, qu'on puisse mettre en place une revalorisation de ces déchets et savoir aussi comment maximiser la production locale de façon à réduire le circuit. Et quand il y a des achats à faire à l'étranger, pouvoir, comme l'amène l'association Made in Guadeloupe, pouvoir faire des commandes groupées de façon à réduire au maximum le circuit, éviter les fournisseurs intermédiaires et avancer en fait tout simplement dans une démarche éco-responsable. En ce qui concerne le label, l'intérêt est justement de pouvoir mettre en lumière tous nos entrepreneurs locaux qui sont respectueux de l'écologie, mettre en avant cette partie que bien souvent qui est dissimulée alors qu'elle existe. Bien souvent, on a des entrepreneurs comme Madame qui valorisent les créations qui sont faites localement et c'est important d'avoir ce label derrière lequel on peut se fédérer et se dire que non seulement on est tous unis derrière quelque chose qui nous représente, mais ça répond à certaines normes, ça répond aussi aux besoins locaux et se dire que voilà, on a une charte qui est respectée et peut-être, pourquoi pas, s'y faire d'exemple pour les Outre-mer et voir le monde. Alors, je vais vous poser juste une question. Après, la parole est à Monsieur Lapin. Alors, est-ce que c'est logique pour nous de dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de communication en ce moment sur la biodiversité, tout le monde investit. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, on commence à développer maintenant tout ce qui est alimentation territoriale, par exemple. Donc, est-ce que c'est logique pour nous, donc je parle au niveau de la région Guadeloupe et de nos politiques, donc peut-être vous pourrez répondre aussi. Est-ce que c'est logique pour nous de parler autant de biodiversité et d'écologie, d'inciter les gens à consommer local et comme je disais tout à l'heure, d'avoir autant de conteneurs qui rentrent? Par exemple, le port a encore été agrandi. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu encore un désastre écologique avec un conteneur qui s'est encore déversé. Voilà, ça arrive régulièrement. On sait que ce qui pollue, c'est tout ce qui rentre sur le territoire. Ça veut dire que quand les gens vont faire les courses, les déchets, il faut bien qu'ils les jettent quelque part. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà, nous, en termes de région, par exemple, faire des contrats ou quitte à faire des appels à projets, faire des contrats avec d'autres pays étrangers, comme par exemple les carcasses de voitures, pourquoi ne pas les faire partir aux États-Unis?
qu'ils pourraient utiliser par exemple en matière première. Donc lancer des appels à projets pour que les jeunes puissent nettoyer nos plages, faire partir, parce que c'est bien de nettoyer mais il ne faut pas les garder sur le territoire, et le mieux c'est d'essayer de trouver une espèce de manière de les recycler pour qu'ils aient une deuxième vie, un petit peu comme la deuxième vie des déchets, comme disait tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas plus faire une politique d'exportation de nos déchets, mais pour que ça serve ailleurs. Par exemple, tout ce qui est récupération de cuivre et tout, on sait qu'il y a beaucoup de sociétés en Europe qui les utilisent. Et est-ce que c'est cohérent en fait de parler beaucoup de biodiversité, d'avoir autant de conteneurs qui arrivent, d'autant de déchets du coup qui polluent notre population, notre territoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un petit peu d'ordre dans tout ça? Comment ça fonctionne? Comment vous voyez ça maintenant qu'il y a la fameuse agence? Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce point? Alors, je pense que, en fait, ce que vous êtes en train de décrire, c'est la stratégie bas carbone, c'est-à-dire qu'il faut consommer local et à proximité. Alors, en ce qui concerne les déchets, il faut le savoir, hein, on exporte beaucoup de nos déchets. Et ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on puisse recycler localement nos déchets. Par exemple, les VHU, etc. Mais si je prends l'exemple des déchets électroniques, électriques, nos téléphones, ordinateurs, télévisions, on a l'entreprise AER ou Lamentin qui recycle, qui récupère le cuivre, qui récupère un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, l'archipel Guadeloupe est au-dessus de la moyenne nationale en termes de recyclage de ces déchets électriques et électroniques, et ensuite va le revendre sur le marché international. Et cela crée de l'emploi. C'est pour ça que je dis, et tout d'abord, exporter les déchets, cela relève d'une législation particulière, parce que ce n'est pas tous les pays qui acceptent les déchets. Et on a vu actuellement, aujourd'hui, au niveau de l'Asie, l'Asie a à un moment été considérée comme un vrai dépotoir. Oui, comme une poubelle quasiment. Voilà, et maintenant... La France envoyait tout, voilà, la France hexagonale envoyait tout. Et les pays asiatiques ont aussi une conscience écologique qui monte. Et ils ont raison. Quand je parle d'exportation de déchets, je ne parle pas pour les encombrer. Hein. C'est pour ça que je parlais de travailler avec des entreprises qui, eux, utiliseraient nos déchets à nous comme matière première pour eux. Mais c'est déjà le cas. D'accord. C'est déjà le cas pour les pneus. Les pneus sont utilisés ici pour faire de la poudrette et pour entrer dans du bitume, ou alors pour pouvoir faire des pistes d'athlétisme synthétiques. Donc oui, cela existe déjà, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et surtout, il faut qu'on ait des entreprises de recyclage locales. C'est-à-dire qu'on puisse envoyer un produit qui est quasi utilisable dans d'autres pays. Donc faire des appels à projets, ça peut être un truc intéressant pour que les gens soient au courant et pour qu'ils puissent avoir une idée pour créer des sociétés. C'est déjà le cas. Avec l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, la région Guadeloupe fait régulièrement des appels à projets sur les biodéchets. Comment utiliser nos biodéchets justement avec un composteur, avec un certain nombre de choses, oui, ça on a vu. Pour pouvoir mieux maîtriser nos déchets. Et puis quand même, le grand projet qui arrive fin 2021, début 2022, c'est le déploiement de la consigne. Verre, bouteilles, canettes. Et là, nous pensons pouvoir recycler en 2025 70%, alors que nous recyclons actuellement à peine 20%. Nous utilisons 225 millions d'emballages boissons par an et nous n'en recyclons que 5 millions. Ça veut donc dire que tout le reste, soit finit à l'enfouissement, soit est dans la nature. D'accord. J'ai une petite question en ce qui concerne toutes les carcasses de véhicules qu'on peut croiser sur nos belles routes guadeloupéennes. Il y a déjà une entreprise qui se charge de ça ou qui... Alors, jusqu'en 2018, c'est la région Guadeloupe qui, avec l'aide des communes, faisait l'enlèvement des carcasses de voitures pour plusieurs raisons. Parce que pour un problème sanitaire, puisque ces carcasses sont des gîtes larvaires pour des moustiques comme le moustique tigre, qui donne la dengue ou le zika, le chikungunya. Et puis aussi pour le point de vue paysager, les touristes ne viennent pas dans un endroit où il y a des carcasses. Donc, et puis à partir de 2018, il y a la loi d'Etchimi qui instituait le fait que lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez quelque chose, vous payez toujours une écotaxe. D'accord ? Et donc, cette écotaxe doit servir au recyclage du matériel. Et donc, la loi Letchimi l'a instituée
pour les véhicules et pour les bateaux hors d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les concessionnaires qui ont mobilisé un éco-organisme et qui travaillent avec les mairies pour pouvoir enlever les VHU et les BHU. Mais j'en profite pour dire que nous, la région Guadeloupe, même si on n'a pas la compétence, on jette un œil, on n'est pas très satisfait du travail qui est actuellement fait, puisqu'on atteignait un tonnage quand même de 4000 VHU par an. Et depuis que l'entreprise a repris les concessionnaires, on n'est qu'à 2000 VHU. Donc le stock se reconstitue. Et donc il va falloir, voyez, que la région aille au contact pour dire il faut augmenter vos performances. D'accord, donc c'est les concessionnaires qui s'occupent de rapatrier. Quand vous achetez une voiture, qui perçoit l'écotaxe ? Le concessionnaire ? Le concessionnaire. Et il faut que ce concessionnaire utilise l'écotaxe pour pouvoir recycler les voitures. Donc c'est la faute du concessionnaire pour l'instant. Ouais. On va aller parler au concessionnaire. Une intervention, allez-y. Oui, je disais qu'il y a quand même une contrainte dont il faut vraiment avoir conscience. C'est que à partir de dorénavant, 2021, et puis tout au long de ce siècle, on va devoir faire face à une contraction progressive de l'offre énergétique, du commerce. Et donc plus nous serons dépendants des imports et des exports, plus nous serons vulnérables à des ruptures de chaîne d'approvisionnement, par exemple. Et dans un passé pas si lointain, en temps serein, précisément, c'est le fait d'avoir très peu de ressources pour importer ou exporter qui nous avait, nous Guadeloupéens, conduit à trouver dans notre génie, dans notre ingéniosité, des moyens de faire exactement, de copier la nature, de faire, ça ne s'appelait pas à l'époque ni du biomimétisme, ni de la transition écologique, mais c'était déjà très clairement du circuit court, c'était déjà réutiliser ou recycler un maximum de choses. Et c'était bien les éco-signes à l'époque, par exemple. Utiliser la canne à sucre, non pas pour la boire, mais pour faire de l'alcool pour les voitures, etc., etc. C'était du bail coco pour savon. Et finalement, plus nous prendrons conscience de cette espèce d'entonnoir qui attend non seulement la Guadeloupe, mais l'ensemble des autres pays, plus on aura une longueur d'avance et un retour d'expérience qu'on pourra ensuite vendre, qu'on pourra ensuite monnayer à nos voisins et puis même à ceux qui sont plus loin, en leur disant nous avons compris que face à la raréfaction des ressources, face à la nécessaire transition climatique pour qu'on émette moins de gaz à effet de serre, eh bien, il y a une autre agriculture à inventer, une agriculture plus forestière, plus agroforestière, des jardins-forêts. Il y a aussi à certainement diversifier nos occupations hebdomadaires dans la semaine pour qu'une partie de notre nourriture, on puisse la produire nous-mêmes, sans être forcément obligé de l'acheter, etc., etc. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il nous faut absolument réussir à faire au cours de ces prochaines années. D'accord, alors en parlant d'énergie, justement, je reviens vers vous. Vous avez, alors je ne sais pas si vous travaillez, vous allez nous expliquer sur de l'énergie pour les voitures avec des algues. Alors, expliquez-nous ça. La problématique énergétique fait qu'on doit trouver de nouvelles sources d'énergie. L'énergie fossile disparaît. Donc il existe maintenant ce qu'on appelle l'énergie de 4e génération qui sont maintenant rentables. Avant, on ne pouvait pas l'exploiter parce que ça coûtait trop cher, mais le coût du baril de pétrole ayant augmenté, ça devient maintenant intéressant. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement fabriquer des micro-algues. Et grâce à ces micro-algues, en fait, faire du carburant. Voilà. Donc c'est un procédé qui est très intéressant pour la Guadeloupe parce que c'est un procédé qui s'est surtout développé en Espagne, maintenant qui a été racheté par le Brésil. Il y a de gros enjeux derrière. Mais en fait, il faut beaucoup d'énergie parce que il faut quand même du soleil.
ou de la lumière synthétique, voilà, donc de la lumière artificielle. Donc en Espagne, on utilise de la lumière artificielle 24 heures sur 24 pour développer ces algues. En Guadeloupe, on a la chance du soleil, et là en fait, on peut vraiment concentrer cette production en Guadeloupe en ayant des procédés adaptés. Voilà. Donc c'est vrai que dans l'enseignement, le cursus scolaire, on l'enseigne, mais il y a aussi des entreprises guadeloupéennes qui ont déjà une petite expertise dedans. D'ailleurs, on fait de la spiruline en Guadeloupe, donc on peut faire de microalgues. Et il y a une entreprise, Smo Technologies, qui s'intéresse à cette problématique. Et dans la même démarche, s'intéresse à comment valoriser un peu la sargasse, qui est une algue, pour faire du charbon actif, qui est très important pour traiter les eaux. Alors merci pour cette information. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait vraiment pousser pour pouvoir développer et voir ce qu'on pourra en faire. Là, ce serait vraiment le jackpot pour nous, ne serait-ce que pour nous consommateurs. Alors Monsieur Lapin, il y a quelque temps, puisqu'on a fait le suivi de la crise économique, et on a vu que c'était pas du tout une bonne idée pour nous, de Guadeloupéens, d'avoir mis tous nos œufs sur le tourisme. Est-ce que la biodiversité et ce genre de produits, c'est pas quelque chose qui serait plus intéressant pour nous en termes de création d'emplois? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a développé comme ligne jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être dispatcher un petit peu nos œufs et plus peut-être développer ce secteur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau de l'économie de guadeloupéenne? Et après, ce sera à vous, Monsieur Luiz. Avant de répondre précisément à cette question, je tiens à dire que j'ai pris énormément de plaisir à écouter toutes les interventions qui m'ont précédé. Parce que qu'est-ce qu'elles traduisent? Elles traduisent une réalité qui évolue. C'est-à-dire que, a priori, une activité économique, c'est une activité qui va de la création d'un bien ou d'un service jusqu'à son élimination. Et ce soir, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'après l'élimination de principes, celle qu'on a pensée qui était toujours arrêtée dans l'entendement commun, il y a de nouveaux espoirs, il y a de nouveaux gisements d'activité économique. Et donc, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire qu'après qu'on ait fini d'utiliser du marc de café, après qu'une mangue ait été cueillie, eh ben, on peut créer une multitude d'activités économiques. Et ça, pour moi, c'est le principe de la réponse même que vous attendez. Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y a des opportunités du gisement économique dans cette approche écologique? Oui. Et je vais faire le lien tout de suite avec ce que monsieur disait tout à l'heure sur la biodiversité guadeloupéenne. La biodiversité guadeloupéenne, c'est 6% de la biodiversité française sur 0,2% du territoire national. C'est 76% de la biodiversité antillaise sur les 1628 km² guadeloupéens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une telle richesse en matière de biodiversité et qu'on a cette inventivité de créer, alors même qu'on pensait que tout espoir de création était perdu, de créer une activité économique alors même qu'il ne semblait pas y en avoir, ça veut dire que chacun peut, avec ce qu'il a en main, créer son propre destin. Et j'en veux pour preuve ce que madame disait. Elle passait sur une route, elle voyait des pieds mangots qui faisaient des mangues tomber, et elle se disait, mais quelque part, ces mangues-là étaient là, alors qu'elle n'était pas fait tellement bitin avec ça. Et donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? On a des personnes qui ont un regard avisé, des personnes qui ont compris que, alors même qu'il n'y avait plus d'espoir de création de valeur, il y a des personnes qui arrivent à encore créer de la valeur. Et donc, plutôt que de laisser ces personnes-là dans leur coin, on va chercher à valoriser encore cette action-là. Et le principe du label, je vous félicite de l'avoir mis en place, c'était l'une des propositions que j'avais mises dans ma thèse, qui est effectivement une thèse sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et où il s'agit de dire, eh ben, voilà, cette activité-là, elle est une éco-activité quelque part, puisque dans la nomenclature des activités françaises qui répondent à un objectif écologique, vous avez à la fois d'un côté les éco-activités et vous avez les activités périphériques. Les éco-activités, c'est tout ce qui va permettre de créer des biens et services à partir d'une ambition écologique. Et de l'autre côté, vous allez avoir toutes les activités périphériques. Les activités périphériques, ça va être le fait de mettre des ampoules. Il y a toute une logique d'illumination, d'isolation des bâtiments. Exactement. Quoi. Et donc, derrière ces activités-là, on se rend compte qu'il y a d'autres activités. Donc oui, il y a un gisement énorme
d'activité économique et donc d'emploi. Monsieur expliquait tout à l'heure qu'il s'agissait pour nous de connaître l'identité écologique du pays. Eh ben, je trouve, je vais reprendre cette expression-là, je la trouve absolument magnifique. L'identité écologique du pays, la connaître, c'est créer de l'emploi. Et pour en revenir à votre question, puisqu'il y avait du lien entre tout ce que je disais, pour en revenir à votre question c'est dans le cadre de la crise que nous traversons, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir? Mais oui, il y a une opportunité à saisir. Et cette opportunité-là, on est au bon moment pour la saisir. Madame la vice-présidente de la région disait tout à l'heure que l'Agence régionale de la biodiversité était créée. Elle fait suite effectivement à cette loi sur la biodiversité de 2016 où on a travaillé avec, je me rappelle, j'étais collaborateur parlementaire de la députée Maïna Sage à l'époque, et ça a été effectivement une très belle initiative portée par le président Louisi. Et c'est grâce à cette initiative conjointe qu'aujourd'hui, à l'Agence française de biodiversité, on a une telle représentation au conseil d'administration des ultramarins. Et c'est grâce à cette initiative-là du président Louisi qu'on a cette belle représentation dans les territoires au niveau de ces agences régionales de la biodiversité. De la même manière, on se retrouve à avoir aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Madame la vice-présidente et la personne, je pense, toute désignée pour en parler, puisqu'elle travaille sur toutes ces questions de consignes, sur toutes ces questions à l'heure où nous parlons, au Parlement est en train d'être discuté un texte sur la lutte contre le changement climatique qui fait suite, ce texte, à un précédent texte sur la lutte contre le gaspillage. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se battre, et même la vice-présidente pourra en parler certainement mieux que moi, sur le vrac, sur comment est-ce qu'on fait pour mieux valoriser la vente en vrac. Et finalement, revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire des modes de vie plus proches de ce que nous sommes, et plus simples, tout simplement. Oui, c'est bien. Je crois que Raphaël a bien résumé la situation telle que nous la vivons et l'avantage que nous avons d'être en Guadeloupe. Et lorsque vous avez parlé de labellisation, je voudrais juste vous signaler que le Parc national a son label, qui était la marque de confiance à l'époque et que nous avons traduit lorsque j'ai été pendant quelques années président des Parcs nationaux de France en Esprit Parc. Voilà, qui est la marque qui permet de labelliser un certain nombre d'acteurs économiques pour le faire connaître, pour leur donner des pratiques durables aussi. Dans le cahier des charges que vous avez défini tout à l'heure, il y a aussi des programmes Interreg, Cambionnette. Vous y êtes en plein dedans, hein, vous n'en avez pas parlé. Également pour tout ce qui est cosmétique. Donc il y a un vrai accompagnement. Le Parc national, et Sylvie Gustave Duflo l'a bien précisé, fait partie de ces acteurs de la biodiversité, mais cette biodiversité économique qui consiste à faire de la croissance bleue, de la croissance verte. Nous avons un programme, l'alirondage, qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets, même sous des micro-projets, également des artisans, des agriculteurs, des apiculteurs, mais également d'autres métiers comme les guides de montagne. Vous savez, on a su, à travers cette politique voulue par le gouvernement, développer des nouveaux métiers, ce qu'on appelle des métiers verts. Grâce à la recherche, et ce ne sont pas des métiers de faible valeur ajoutée, ce n'est pas la quantité qu'il faut viser, c'est-à-dire sur une production industrielle, on est sous de la qualité. Et c'est ça la particularité de la Guadeloupe, on est sous de la qualité. Je prends un exemple, le café Vanibel, qui est un des meilleurs au monde. C'est chez toi, Sylvie. Donc, et que nous avons accompagné, puisque M. Nelson a été notre premier président de l'association Guadeloupe Autrement, qui consistait à donner ce label. Et le label, il est très important. Il faut vous faire labelliser parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une reconnaissance. D'abord, pour bien montrer que vous avez respecté des pratiques durables dans le process de fabrication, de production. Et puis, ça vous ouvre des portes. Ce sont des réseaux. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que le Parc national de la Guadeloupe est sous la liste verte de l'Union internationale de conservation de la nature, c'est un réseau formidable. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de tout ce que vous avez fait depuis une élection de Miss jusqu'à ce produit, mais peu importe. Mais je veux dire, c'est sur l'international que nous devons compter. Et l'Agence régionale pour la biodiversité, Sylvie, je sais qu'elle est très attachée à cela, va ouvrir la Guadeloupe encore plus sur l'international. Il faut qu'on y aille. Nous n'avons pas ce statut diplomatique, mais la biodiversité nous permet de transcender toutes les frontières et de faire reconnaître une chose, c'est la qualité
des produits de la Guadeloupe d'une manière générale, avec un savoir-faire européen et français. Donc on a des choses incroyablement formidables à faire, une opportunité et l'avenir, vous l'avez dit tout à l'heure Sabine, l'avenir passe par la biodiversité. Donc ça, franchement, c'est effectivement quelque chose que je pense qu'on peut développer. Vous pouvez répondre très rapidement et après je passerai la parole à Olivier, qui est un Guadeloupéen en plus, qui travaille ou qui est sur un projet avec le Sénégal et qui va nous expliquer ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais en fait, finalement, Sabine, est-ce que vous vous êtes rendu compte que préserver la biodiversité, c'est revenir à nos us et coutumes d'avant? C'est la consigne, c'est l'achat en vrac. Je me rappelle quand j'étais petite, j'allais à l'épicerie, j'allais acheter 2 cuillères de beurre rouge. Exactement. J'allais pas acheter le pot de beurre rouge, même vous les voyez. haricots et tout ça. Exactement. Oui. Donc finalement, voilà. Exactement. La petite bouteille ordinaire verte, d'ordinaire, etc. C'est la consigne. Donc finalement, l'humanité est allée très loin dans la consommation pour se rendre compte que finalement, eh bien, cette consommation l'a détruit. Parce que c'est vrai qu'on parle de la pandémie, mais la pandémie, les nouveaux virus qui émergent, c'est parce que on les a dérangés. Nous allons au cœur des forêts et donc vous avez de nouveaux virus dont l'homme n'est pas confronté qui émergent. La fonte des glaces et potentiellement aussi pourrait faire émerger ou réémerger de nouveaux virus. Et donc, en fait, vous avez une conscience collective mondiale qui montre qu'il faut revenir à des choses simples, consommer court, consommer local, faire vivre le petit producteur parce on connaît la traçabilité de ces produits et puis revenir à des pratiques toutes simples finalement de réparation. C'est aussi la biodiversité se nourrit de recyclage, de réparation, d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire. C'est tout cela aussi qui nourrit la biodiversité. Oui. Alors le projet au Sénégal, dans le village Saré Almami, donc j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur et Madame Baldé. Qui sont partis créer un jardin collaboratif de 14 parcelles. Donc ils sont partis de zéro, ils ont été chercher les financements, etc. Bon, ça s'est passé en interne, ça n'a pas été labellisé, il n'y a pas eu d'aide externe pour l'instant. Et je devais justement être au Sénégal en ce moment, là, pendant que je vous parle. Malheureusement, la douane française ne nous a pas laissé sortir du territoire. Donc même pour humanitaire. Et je pense que c'est un projet qui serait intéressant de lier à la Guadeloupe, étant donné qu'ils ont énormément de place, que nous, on ne va pas avoir, étant donné que nous sommes une île. Et ils vont avoir moins de problèmes d'octroi, etc., et de transport, je pense, au Sénégal. Donc ce serait très intéressant de se lier à ce genre de projet au Sénégal, je pense. C'est un jardin collaboratif, il va avoir des fruits, des légumes, des plantes médicinales, etc. Donc ce qui colle totalement à ce qu'on fait ici. Voilà, donc l'association s'appelle Naforé. Donc il y a une partie française et une partie sénégalaise, donc les deux sont fusionnés. Donc c'est tout jeune, hein, ça a à peine 1 an et c'est en plein développement. Donc je devais être là-bas pour justement développer tout ça et on n'a pas pu. On a été ralenti un petit peu. Oui, donc ce que je souhaite ajouter, c'est un peu la démarche et l'intelligence collective qu'on doit avoir sur notre territoire. Je prends par exemple la filière coco, qui a un très gros potentiel. On sait la problématique de recycler les fibres de coco et les déchets de coco en Guadeloupe. Et en même temps, à côté de nous en Dominique, ils ont une grande expertise, de grandes compétences pour valoriser le coco. Il y avait d'ailleurs l'industrie Colgate qui était en Dominique. Et en même temps, faire du coco en Guadeloupe, ça revient très cher. Faire un isolant thermique en Guadeloupe. Vous emmenez encore le troisième sujet. Ça serait plus élevé que 16 euros le mètre carré, alors que maintenant, on le fait à 4 euros du mètre carré en Guadeloupe. Par contre, faire des partenariats avec les îles à côté de nous, c'est faisable. Maintenant, si est-ce qu'on fait du coco, comment on le fait en Inde? Parce que lorsqu'on dit qu'on fait du coco en France, c'est du coco qui vient d'Inde, qui est traité avec du sel de bois parce que c'est la réglementation. Donc ça veut dire que localement, on doit déjà adapter le coco. Alors par exemple, je prends un exemple vraiment qu'on a réellement fait avec M. Soubdan de l'université, on a développé un traitement à partir d'eau de mer pour traiter le coco de façon à ce que le traitement ne soit pas cancérigène.
Voilà. On a prouvé que le coco, avec le traitement, était aussi efficace que du polystyrène. Qu'en plus, ça pouvait, on peut dire que ça permet de gérer l'humidité qu'il y a dans la maison, ce que ce n'est pas tous les usants qui le font. Et là maintenant, on doit trouver, on a développé ça et on a une barrière sociologique. Et ça, c'est important, cette notion de barrière sociologique. Cette barrière, elle nous invite à... Alors, comment je pourrais dire ? Elle fait appel, en fait, finalement, à nous... alors, j'essaie de trouver les termes, je ne trouve pas vraiment. Globalement, on est habitué à consommer certains produits. Ces produits, en fait, on les associe à notre confort. C'est-à-dire que finalement, si on n'a pas tel ou tel produit, c'est lié à notre confort. Il se trouve que dès qu'on est sur un produit local, automatiquement, on n'intègre pas dans cette notion de modernité. Voilà. Et tant qu'on ne fait pas ce lien à la modernité, finalement, c'est comme si ce n'est pas dans les mœurs de l'avoir. Donc c'est vrai qu'il y a une question liée à la sociologie. Et qu'est-ce qu'est la modernité pour nous en Guadeloupe ? Donc changer la consommation. Exactement. Et l'image des produits guadeloupéens. L'image des produits et notre façon. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve, moi personnellement, donc je parle encore d'Arawak Market, je trouve qu'au niveau des produits guadeloupéens, alors c'est excellent. Les emballages sont très jolis, le packaging est travaillé, les bouteilles ont des formes filiformes, filigranes, tout ce qu'on veut. C'est très bien emballé. Je trouve que c'est au niveau de la qualité et du visuel, je trouve que c'est vraiment du Made in Guadeloupe 2.0. Donc j'arrêterai pas de les vanter jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors là, on arrive justement au dernier point. Vous avez parlé de financement. Donc là, c'est quel financement ? Alors, vous allez nous expliquer, parce que vous travaillez aussi avec la dame qui a fait les petits pots. Je sais que vous faites partie de son projet. Donc ça, c'est un gros projet très important pour nous en Guadeloupe. Donc vous allez nous expliquer comment ça se passe pour embaucher du monde. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec les budgets ? Est-ce que vous arrivez à développer l'entreprise ? Est-ce que vous avez eu des aides ? Est-ce que vous avez demandé ou pas ? Peut-être que vous n'avez pas demandé. Et ensuite, je passerai la parole pour le label. Vous, est-ce que vous trouvez que les gens qui veulent créer des entreprises arrivent à s'en sortir? Est-ce qu'ils arrivent à trouver les financements? Et comme ça, vous pourrez nous répondre sur quel financement, parce que je vois plein d'argent qui apparaît sur plein de postes. Vous communiquez beaucoup. Déjà, qui va payer tout ça? Comment on va faire pour payer tout ça? Parce qu'en développant, on sait que ce sont les entreprises qui payent des taxes. Donc plus on va développer des produits de nos artisans et plus vous pourrez récupérer de l'argent pour faire des postes où vous allez financer beaucoup de choses. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Alors allez-y. Alors effectivement, je travaille avec Rachel Lolia, qui est la porteuse de projet derrière Typo Pays, qui est la première gamme de petits pots à base de produits locaux, donc pour nos bébés. Alors, l'aventure Typo Pays a commencé déjà par le biais de guides autour de la diversification alimentaire, et on a poussé le projet un peu plus loin, et là on est donc du coup dans la phase 2 qui est de proposer des petits pots réels aux bébés guadeloupéens et aux familles. Et pour ce faire, on a commencé une campagne de crowdfunding, financement participatif. Donc c'est notamment par ce biais que on espère amorcer la phase en fait de production des petits pots. Mais ce ne sera pas suffisant, donc effectivement on va faire des demandes de subventions, etc. Et c'est aussi le cas pour Alternative. Faut savoir que moi avant j'étais traiteur spécialisé en cuisine végétale et locavore, et que le projet de sortir les condiments en bouteille, etc., en boutique, est né pendant le confinement. Et donc je sors du confinement et sort en fait Alternative et aussi du coup Typo Pays, pardon. Donc là, c'est demander des subventions, participer à des appels à projets, et ce sont principalement les sources de financement qu'on a après les institutions. Alors déjà, bravo. Alors avant que je vous donne la parole, je vais juste vous poser une question, parce que je sais que vous travaillez sur pas mal de choses avec les artisans. Est-ce que ça, c'est le genre de projet, par exemple, que vous soutenez, et comment ça fonctionne? On les soutient, et je voudrais bien profiter pour rappeler que sur le réseau caribéen, on a des programmes Interreg qui sont parfaits. Pour aller plus vite, plus loin encore,
puisqu'on est sur des plans de relance. Le parc national va être bientôt à son deuxième plan de relance. On a lancé un sous des fonds propres de 400 000 euros en 2020. Et aujourd'hui, le gouvernement nous donne 1 700 000 euros pour accompagner ce genre de projet. Et puis, il y a un travail important qui est fait par l'INRAE en Guadeloupe sur la valorisation et sur l'interconnexion au niveau de pas mal de pays de la Caraïbe. Donc, les financements sont là. La région donne, le département, l'État, le parc national. Ce plan de relance en dedans. Je voudrais juste rappeler que notre conseil scientifique a donné des avis aussi sur des programmes de culture, d'algues, dans le grand cul de sac marin. Jean-Marie, on sait quelque chose, puisque tu travailles beaucoup avec nous à ce niveau-là. Donc les financements sont là. Et c'est toujours difficile au départ, lorsque vous avez parlé de co-funding, c'est-à-dire de financement participatif, ce n'est jamais suffisant. Et donc c'est pourquoi nous faisons aussi de l'ingénierie financière pour accompagner des porteurs de projets, que ce soit sous des micro-projets et rarement sous des grands projets, parce que je pense que les grandes entreprises ont les moyens de pouvoir lancer leur ingénierie financière. Ce qui fait que la plupart des accompagnements que nous faisons, notamment sur des fonds européens, on arrive toujours à les boucler à 100%. Jamais de rejet. Donc il y a des ressources qui sont à votre disposition. Ce qu'il faudra, c'est juste que nous puissions communiquer. C'est de la même manière, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit pour l'Afrique. Il y a ce qu'on appelle du jumelage et du financement au niveau de la France pour accompagner des projets comme ça. Nous sommes en train de lancer avec la commune de Goyave un projet de jumelage avec le Bénin sous la base de la culture de la Goyave et d'échange de savoir-faire. Ah bien. Voilà. Et c'est pourquoi je suis très intéressé par son projet avec le Sénégal. Et si on pourrait en parler après l'émission. On va. Alors allez-y, est-ce que vous trouvez que c'est difficile pour vous au niveau des entreprises de les accompagner? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être au niveau administratif, qui c'est pas trop cohérent? C'est quoi votre retour par rapport à ça? De mon point de vue, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que les entrepreneurs locaux que j'accompagne me disent souvent on a fait des demandes de financement, on n'a pas encore eu de retour. Ça revient tout le temps, à tous les coups. C'est quelque chose qui revient effectivement assez souvent. De mon point de vue, alors il faut savoir que j'ai fait mon master sur l'OSS, l'économie sociale et solidaire, et du coup j'accompagne énormément dans cette optique-là, puisque c'est une loi, la loi du 31 juillet 2014, qui nous permet de monter des structures qui soient spécifiques à l'OSS, donc avoir une économie dans un cercle vertueux. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut axer pour avoir une économie symbiotique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment mettre la biodiversité et s'inclure dans la biodiversité, j'ai envie de dire. C'est de faire, comme le disait tout à l'heure monsieur, du biomimétisme, ce qu'on a déjà fait avant et ce qu'on devrait encore faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment réconcilier la modernité et le savoir-faire local qui est ancestral et qui doit juste être remis au goût du jour tout simplement. Donc mon accompagnement souvent est dans ce sens, de se dire qu'on a le savoir-faire. Il faut maintenant savoir comment valoriser nos déchets, comment faire pour mettre en place un réseau avec ceux qui sont à côté de nous tout simplement. Et du point de vue du label, l'intérêt justement c'est par l'association Made in Guadeloupe, mettre en lien beaucoup plus facilement aussi les ressources, puisque le fait d'être fédéré derrière une même enseigne nous permettra de se dire effectivement j'ai mon voisin qui fait ça à côté de moi, je ne le savais pas, et pouvoir compter les uns sur les autres. Et je vais rebondir sur le projet de monsieur du Sénégal, parce que je travaille aussi avec le Sénégal. Il est là pour ça. C'est intéressant parce que j'ai voyagé là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai des amis guadeloupéens qui ont eu du domicile au Sénégal. Et du coup, on travaille sur un partenariat parce que moi, quand je suis allée voir les villages, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils arrivent aussi bien à se débrouiller avec très peu, alors que nous, localement, on fait partie de l'Europe, on a les ressources qu'il faut, on a le soutien financier à disposition. Et maintenant, il s'agit de faire un lien. Et l'intérêt, c'était d'attendre que la ligne directe entre Dakar et la Martinique s'ouvre pour faciliter, pour faciliter les échanges. Et du coup, ça m'intéressera aussi de prendre contact avec vous. Bon, merci. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu au niveau du financement? Où est-ce qu'on en est? Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'en termes de financement, le financement ne manque pas. Par contre, ce qui manque, c'est la structuration du projet. Parce que beaucoup de projets parviennent effectivement à la région Guadeloupe, mais de l'idée
à la commercialisation du produit, il y a tout un accompagnement qui doit se mettre en place, structurer l'idée, développer le produit. Il faut de l'ingénierie également financière, il faut du marketing, il faut un certain nombre de choses. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un chiffre, sur le programme opérationnel 2021-2027, la région Guadeloupe a fléché plus de 45 millions d'euros sur la recherche et l'innovation. Donc l'argent, ce n'est pas un problème. On a bien identifié, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Et c'est pour cela, en Madame fait... Talbot est là maintenant pour ça. Et c'est pour cela que au service recherche et innovation que je gère également, eh bien, nous avons mis en place une cellule pour accompagner le porteur de projet, mais de A à Z. C'est-à-dire, j'ai une idée, mais bon, je ne sais pas trop comment la faire grandir, la maturer jusqu'à les premières commercialisations. Et en fait, c'est ça qui manque. C'est vraiment cette structuration du porteur de projet, l'accompagnement et la réalisation finale. Mais en termes financiers, l'argent ne manque pas. D'accord. Allez-y. Je voulais juste aussi préciser rapidement aux porteurs de projet de ne pas hésiter à avoir recours au système de préfinancement. Parce que souvent, sur des financements, on vous demande de faire l'avance, de faire les dépenses. Et beaucoup de projets, vous l'avez bien dit tout à l'heure, peuvent être montés avec des idées intéressantes, mais s'il n'y a pas de préfinancement auprès d'une banque ou d'un organisme, la BPI par exemple ou d'autres, vous aurez du mal à aboutir à votre projet. Mais c'est vrai quand même que les banques, elles sont un petit peu frileuses. Oui, non, mais elles suivent pas. On va les convoquer. Elles vont nous expliquer pourquoi elles n'ont pas aidé les artisans déjà pendant la crise. La dame doit venir, là, elle va nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous constatez par rapport à votre point de vue, les choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé, vos constats qu'est-ce que, pour vous, où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, enfin depuis 200 ans, depuis qu'on a commencé la révolution industrielle dans le monde et en Guadeloupe, essentiellement on investit dans des ressources épuisables. Ressources charbon, pétrole, gaz, et puis les minerais qu'on sort du sol pour les transformer en autre chose. Ça nous coûte, pour prendre un exemple simple, pour envoyer par exemple 1 tonne de gaz carbonique dans l'atmosphère, ça coûte 400 €. Mais ça rapporte 5600 €. Donc du coup, c'est très très intéressant. Et par contre, si on veut retirer 1 tonne de gaz carbonique de l'atmosphère pour stocker du carbone dans les sols, dans les arbres, on va rémunérer l'agriculteur ou le forestier à hauteur de quelques dizaines d'euros, parfois quelques euros. Donc tant que ce différentiel-là ne sera pas réduit, ne sera pas équilibré, ça sera toujours le pot de terre contre le pot de fer. À force de ménager la chèvre et le chou, c'est toujours la chèvre qui mange le chou et jamais l'inverse. Donc il faut garder ces ordres de grandeur en tête. Et surtout, garder aussi en tête que ce qui s'est passé l'année dernière, en 2020, ça risque de se reproduire de plus en plus souvent. On y est toujours. On a des chutes de PIB dedans qui vont nous attendre. C'est pour ça que croissance verte ou bleue, moi je suis très très frileux quant à l'utilisation de ces termes, tant qu'ils supposent une augmentation des flux physiques d'extraction, des flux d'importation ou d'exportation. Mais oui, c'est pas logique. Matériellement, ça ne peut pas durer. Et plus on dépend de ça, plus on va devoir apprendre à faire mieux avec moins. Et même les investissements, les sommes dont on parlait, oui, l'argent n'est pas un problème tant qu'on est en croissance. Quand on est en absence de croissance, là, il faut faire des choix. Là, il faut faire des arbitrages. Il faudra, par exemple, peut-être, et je pense certainement, arbitrer entre la 5G et la réfection, par exemple, des réseaux d'eau ou l'alimentation de chaque foyer guadeloupéen en citerne. C'est des choix qu'il nous faut faire. Nous, personne ne les fera à notre place. Nous avons aujourd'hui les informations pour faire ces bons choix-là. Faisons-les de façon lucide, de façon responsable, de façon digne. D'accord, merci. Alors pour finir, Madame Legros, vous qui êtes déjà plus avancée, votre projet il a déjà 7 ans, vous avez déjà le recul. En termes d'investissement, de financement, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce qu'il y a des évolutions? Comment ça s'est passé pour vous?
Je suis obligée de sourire parce que mon discours ne sera pas si différent que la demoiselle qui fait les ketchup. Malheureusement, les choses n'ont pas forcément évolué en ces temps. Je tiens à dire que je n'ai pas été financée par la Guadeloupe, mais par le national en France. Ça, je reçois tout le temps des entreprises, des jeunes Guadeloupéens qui me disent ça. Et pourtant, je suis Guadeloupéenne, Sainte-Anaise. Je suis revenue dans ma commune à Sainte-Anne. Je travaille sur les ressources de la Guadeloupe et je tiens à rester sur mon territoire, mais je ne suis pas financée par la région Guadeloupe, malheureusement. Allez savoir pourquoi. J'ai tapé à plusieurs portes. On n'arrive pas à me dire dans quel axe déposer tel projet, quel type de dossier remplir. Des fois, oui, mais vous faites ci, mais non, vous faites pas ça. Du coup, ça passe pas. Donc, c'est toujours très compliqué. J'entends, hein, l'argent est là, c'est pas un problème, mais c'est un véritable problème pour nos entrepreneurs parce qu'on ne sait pas comment le récupérer. Donc, pour moi, ça a été 100% de l'autofinancement. Sinon, si je n'avais pas eu mes parents et ma poche, le projet n'aurait jamais vu le jour sur le territoire de la Guadeloupe. Quand j'ai démarré, et ça date de 2011-2012, la Guadeloupe m'a dit « Attendez, il y aura une technopole ici ». Donc attendez, et puis le projet va voir le jour. Mais si j'avais attendu, aujourd'hui la technopole, je ne sais pas où ça en est. Hein, on parle d'agroparc aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc on est obligé de se débrouiller tout seul. On est obligé de compter sur son entourage, sur les personnes qui croient en nous. Donc financement participatif, je l'ai fait aussi. Les banques, mais françaises, pas guadeloupéennes, parce qu'ils m'ont pas suivi ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ma poche, hein, apport personnel. Et j'ai aussi participé à plusieurs concours, mais nationaux, par région Guadeloupe. Au niveau national, j'ai été primée chaque année depuis 2012 et grâce à ça, j'ai eu de la communication gratuite, j'ai eu des accompagnements en technopole, mais en France. J'ai eu des petites sommes financières pour financer mes études, mais malheureusement aujourd'hui je ne peux pas dire que c'est la Guadeloupe qui m'a aidée, sauf non, mais ça revient l'association Verte Vallée, les petits agriculteurs et les personnes qui sont vraiment là pour m'aider à produire en fait. Mais en termes d'infrastructure, malheureusement, alors, je ne sais plus qui aller voir parce que j'ai frappé vraiment à toutes les portes. Question rapide. Pourtant, tu as l'air d'être bien organisé, bien structuré. Ton projet, le projet était clair. La preuve, il a été suivi par une banque française et il a été primé au niveau national. Donc en Guadeloupe, je ne sais pas comment il faut rédiger, je ne sais pas qui aller voir. Là, sincèrement, c'est le gros point d'interrogation et je ne suis pas la seule parce que je pense qu'il y a plein d'autres porteurs de projets. Ça fait 3 ans, enfin des entrepreneurs, les choses ne sont pas claires, il y a un problème soit au niveau de la communication, soit je sais pas. Voilà. Donc alors, on va bientôt rendre l'antenne. Alors, est-ce que vous voulez juste répondre à ça en 30 secondes? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, comme je disais tout à l'heure, au niveau soit peut-être de la communication, soit au niveau de l'accompagnement? Vous avez dit que vous allez mettre quelque chose pour accompagner les gens de A à Z. C'est déjà fait, hein, l'accompagnement, puisque nous avons chaque année, ou à peu près tous les 1 an et demi, les soirées de l'innovation. Nous récompensons justement des porteurs de projets qui mettent en place des choses innovantes. D'accord. Voilà. Bon, donc on verra. Visiblement, ça fonctionne pas. Il y a un endroit où ça fonctionne pas. Donc en fait, c'est vrai que je suis très étonnée de ce discours parce que non, madame. Voilà. Non, parce que franchement, en 3 ans, non, mais c'est très sérieux parce qu'en 3 ans, en plateau, je reçois souvent, par exemple, 2 ou 3 artisans professionnels et il y en a toujours au moins 2 sur les 4 ou bien 3 qui me disent qu'il y a un problème au niveau. On a même fait une émission spéciale pourquoi c'est si difficile d'avoir une subvention. Donc franchement, je pense qu'on va en reparler parce que là on doit rendre l'antenne et voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Alors déjà, je voudrais dire félicitations à vos équipes qui nous ont reçus. Alors, est-ce que vous connaissez leur nom, les 2 messieurs qui sont là ce soir? Parce que, alors déjà, j'envoie un gros bisou à leur maman et à leur femme et à leur famille parce qu'ils nous ont reçus super bien. Et le monsieur me disait qu'il faut absolument qu'il passe un bisou à sa mère. Donc gros bisous maman. Si vous pouvez leur dire, je vous laisse juste le mot de la fin et merci de nous avoir accueillis. Écoutez, je donne le gros bisou à leur maman de la part du Parc National. Et vous dire que en termes de financement, on accompagne. Nous allons sous des actions concrètes ciblées, sous des micro-projets, en mettant en place une ingénierie. Le plan de relance que l'État nous finance à hauteur de 1 700 000 € qui va être réparti sur 24 mois. C'est pour accompagner des micro-projets et on vous fait profiter des réseaux, que ce soit sur le plan national, européen ou international. C'est cela.
Mais après, il faut aussi de temps en temps mettre dans la poche. 5 secondes. Bon, voilà, vous avez entendu, ça a sonné. On nous a mis dehors, donc on va rendre l'antenne. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. Merci pour votre temps. Et le mois prochain, on va parler d'agroalimentaire parce qu'il faut vraiment approfondir ce sujet. On ne parlera pas de la structure des abîmes puisqu'on ne sait pas du tout, on n'a pas trop d'informations, mais on parlera du PATS qui est le nouveau projet qui vient de sortir. Donc, à savoir, est-ce qu'il faut absolument que ça passe par une loi pour qu'on puisse développer quelque chose ici, alors que ça fait longtemps que nous, Guadeloupéens, on veut mettre ça en place. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir et à lundi avec des nouveaux entrepreneurs en plateau à 16h. Au revoir à tous.